nous avons le plaisir d'accueillir Marianne Barny et Jacques Pedron donc, de l'Institut d'écologie de Sorbonne Université qui vont donc nous parler de bactéries pathogènes des plantes dans d'autres milieux que sur les plantes. Merci. Oui, donc voilà, vous avez le titre. Donc Jacques et moi, on travaille tous les deux à l'IES et on va vous présenter ce qu'on développe depuis 4 ans sur un groupe de bactéries phytopathogènes. Donc moi, je vais vous présenter le contexte en gros, et quand on arrivera plus aux données de génomique, c'est Jacques qui parlera parce que c'est quand même lui qui l'a fait et pas moi. Voilà. Nous, on travaille sur les bactéries pectinolytiques. Donc qu'est-ce que c'est les bactéries pectinolytiques? C'est un groupe de bactéries qui sont regroupées sous le terme de Soft Throat Pectobacteriaceae, c'est des SRP, donc ça appartient à 2 genres bactériens, les Dickeya et les Pectobacterium, et pour vous les situer, c'est des bactéries qui sont proches, qui étaient anciennement dans les Enterobacteriaceae, mais les Enterobacteriaceae ont maintenant été restreints aux coli, et donc c'est dans l'ordre des entérobactérales, donc c'est quand même proche de coli, shigella et de ces bestioles-là. Donc, en fait, ces pathogènes, leur spécialité, c'est de dégrader la paroi des plantes grâce à un cocktail d'enzymes pectinolytiques qui attaquent la paroi. Donc ici, vous voyez un poivron qui est complètement liquéfié par des bactéries de ce type. Et quand vous avez ça dans votre frigo, en général, c'est soit un champignon pathogène qui est capable de dégrader avec des enzymes de dégradation, soit une bactérie pectinolytique de ce type. Donc ces bactéries, elles sont étudiées parce qu'elles provoquent des symptômes sur une grande gamme de plantes qui sont cultivées, donc les cultures maraîchères, les cultures ornementales. Il y a beaucoup de problèmes sur les plantes à fleurs, donc comme c'est une forte valeur ajoutée, c'est aussi un problème. Et la plante de grande culture qui est vraiment impactée par ce type de bactéries, c'est la pomme de terre. D'accord ? Donc, sur pomme de terre, on a une maladie en champ qui s'appelle la jambe noire. D'accord ? Donc vous voyez ici, en fait, on voit la base du plant de pomme de terre qui est complètement noirci. Et en fait, c'est qu'en dessous, c'est tout pourri, quoi. Donc il n'y a plus rien qui passe dans les vaisseaux conducteurs. Et une caractéristique, c'est qu'en fait, cette maladie, elle peut être provoquée par Pectobacterium parmentieri, mais aussi par Pectobacterium atrosepticum, aussi par Pectobacterium carotovorum, aussi par Pectobacterium polaris, aussi, et ainsi de suite, donc en ajoutant des Dickeya. Donc en fait, on a plein de bactéries qui appartiennent à des espèces différentes qui provoquent la même maladie. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent en pathologie végétale, c'est qu'en fait, on n'a pas une bactérie, une maladie, on a une maladie et un complexe de bactéries qui provoquent cette maladie. Et on appelle ça un complexe d'espèces. Hop, ça marche pas. Et donc, ici, le complexe d'espèces, c'est au moins 9 espèces bactériennes différentes qui provoquent la même maladie. Et alors, la dynamique de ces maladies en champ, on n'y comprend strictement rien. Puisque, en fait, une année, on va avoir essentiellement du Pectobacterium atrosepticum, puis 2 ans après, on va voir que c'est du Dickeya solani, on va dire, oh là là, ça y est, il y a un clone émergent chez Dickeya solani, et puis 2 ans après, c'est devenu, une que j'ai oubliée, c'est Pectobacterium brasiliense. Donc on a des dynamiques comme ça en champ qu'on ne comprend pas bien. Et d'autres choses qu'on ne comprend pas non plus, c'est de savoir s'il y a des synergies ou des antagonismes entre ces bactéries. Donc là, on commence à penser, par exemple, qu'il serait possible que certaines Dickeya initient la maladie, mais que finalement, sur cette initiation, c'est les Pectobacterium qui poussent plus vite et qu'on voit apparaître en champ. Parce que qu'est-ce qui se passe en champ quand les gens ils ont un problème? Ils font le tour de leur champ, ils récupèrent 3-4 plantes symptomatiques, et sur chaque plante symptomatique, ils isolent une bactérie. Pas plus. Et ils disent la maladie est provoquée par ça. Point barre. D'accord ? Et puis, en général, on ne séquence pas les génomes, donc on ne sait pas si c'est clonal ou pas clonal. Donc on pourrait très bien avoir des incidences. Par exemple, on pourrait avoir 5 plantes qui sont infectées par du Pectobacterium brasiliense, mais 5 souches différentes, ce qui pourrait montrer qu'en fait, on a des émergences différentes dans le même champ à partir de bactéries du sol. Mais ça, en fait, on ne sait pas bien parce que les bactéries ne sont pas systématiquement séquencées.
Alors une manière d'approcher la diversité, c'est de regarder dans les collections. Donc en France, on a une collection qui est le CIRM CFBP. C'est une collection donc, qui regroupe toutes les bactéries qui sont isolées de l'environnement et qui en fait regroupe essentiellement des bactéries pathogènes de plantes. Donc ici, je vous ai montré les pectobactériums. Dans cette collection, il y a 260 isolats de pectobactérium qui ont été mis dans cette collection entre 1944 et 2008. Alors le grand carré violet sur la fin, c'est en fait toutes les souches pour lesquelles la date de collection n'a pas été répertoriée dans la collection. Donc on n'a pas toujours les bonnes indications pour savoir qui est quoi. Donc vous voyez qu'on a quand même une collection assez importante de ces bactéries dans cette collection. On peut les classer par pays d'isolement. Donc là, comme c'est une collection française, on a beaucoup d'isolats qui viennent de France, mais en fait, on a quand même des isolats qui viennent de 23 pays différents sur 4 continents. Donc on a quand même une idée un peu d'une répartition. Et puis après, on peut les classer par hôte d'isolement. Et là, on a un biais très très important sur la pomme de terre. Le gros truc bleu, c'est la pomme de terre. Et ça nous donne finalement l'importance socio-économique de la maladie, quoi. Donc c'est sur pomme de terre que ça pose un problème, c'est sur pomme de terre qu'on fait les isolements. Et ça, c'est pas très génial pour la diversité. Donc on voit qu'après la pomme de terre, on a l'endive, ensuite on a la betterave, et puis ensuite on a toute une série essentiellement de fleurs, de plantes à fleurs, avec au milieu la carotte, le chou, bon. Mais ça va dépendre des pays. Par exemple, en Chine, les gros isolements vont être faits sur choux, parce que visiblement, ils ont soit c'est des gros mangeurs de choux, j'en sais rien, mais c'est là qu'ils ont un problème, quoi. Et ça, pour étudier la diversité générale, c'est pas génial, parce qu'en fait, on se focalise toujours sur le même système. Notamment, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a très très peu d'isolements qui ne sont pas faits sur plantes. D'accord ? Donc là, dans cette collection, on a 1,5% des pectobactériums isolés qui ont été isolés soit du sol, soit de l'eau, donc dans un contexte plus général. Alors, ce biais, il se retrouve dans toutes les collections, hein. Ici, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait dans les autres collections internationales. Donc, la première, c'est la collection allemande. La NCPPB, c'est la collection anglaise. La TTC, c'est la collection américaine. Et ce qu'on voit, c'est que les pectobactériums et les Dickeia, sur les 1300 à peu près isolats qui sont en collection dans le monde, il n'y en a que 17 qui n'ont pas été isolés de plantes. D'accord ? Donc ça, pour étudier la diversité, ce n'est pas forcément top. D'accord ? Alors nous, du coup, on a décidé au laboratoire qu'on allait essayer de rechercher ces bactéries, d'élargir la recherche à d'autres contextes, à un environnement plus large, pour mieux comprendre la diversité générale et aussi pour mieux comprendre la dynamique de circulation des espèces, parce que, en fait, cette maladie, elle s'attrape essentiellement en champ. Et on peut planter un tubercule sain axénique et avoir la maladie, et on n'avait pas repéré la bactérie avant, et pourtant la maladie, elle est là dès la première année. D'accord ? Donc on ne comprend pas très bien comment passe la dynamique. Alors une fois qu'on a décidé qu'on faisait ça, comment on s'y prend ? C'est pas si facile que ça d'isoler des bactéries pathogènes dans un environnement plus large. Pourquoi ? Parce que généralement, on n'a pas de milieu sélectif pour les détecter. On a des milieux qui sont semi-sélectifs, qui permettent de les détecter dans des conditions où elles sont relativement abondantes, dans des conditions de maladie, d'accord ? Mais dès qu'on passe dans un environnement où ces bactéries sont plus rares, ça devient compliqué. Mais nous, ici, on a un milieu magique, d'accord, qui nous permet de regarder avec nos bactéries, parce que ce milieu, en fait, l'agar, c'est pas de l'agar qu'on met dans le milieu pour le gélifier, c'est de la pectine. Et comme leur grande caractéristique, c'est d'être pectinolytiques, et ben ces bactéries, elles font, vous voyez, les 3 gros trous qu'il y a sur cette boîte. Donc sur cette boîte, il y a 300 colonies à peu près qui ont été isolées de l'eau, mais on a 3 gros trous, et ça, c'est nos bactéries d'intérêt. Donc on a un milieu qui nous permet de les repérer dans un environnement où elles sont rares. Ça, c'est la première condition. Et il n'y a pas beaucoup de pathosystèmes, en fait, où on peut faire ça. D'accord ?
Donc après, une fois qu'on sait qu'on a un milieu où on peut les repérer quand elles sont rares, où est-ce qu'on va chercher? Alors, pour ce groupe de bactéries, on a peu d'indices biblio via le barcoding CSS, toutes les analyses métagénomiques et tout ça, parce qu'en fait, dans l'environnement, elles sont suffisamment rares pour ne pas passer la fourche du métabarcoding CSS, donc on ne les voit pas, d'accord. On a quelques indices d'association avec des insectes dans les génomes, mais les insectes, pour ça, il faut vraiment travailler avec des spécialistes entomologistes pour faire du boulot adéquat, et pour l'instant, on n'a pas trouvé encore de collègues avec qui on pouvait vraiment s'acoquiner pour faire ça. Et alors, du coup, on s'est dit qu'on allait chercher dans l'eau douce. Alors, pourquoi l'eau douce? Parce qu'en fait, quand on regarde les analyses de métagénomique, on se rend compte que c'est le biome le plus partageux avec tous les autres biomes. C'est le biome qui permet de faire des échanges. Et donc, un conseil, c'est quand on ne sait pas où chercher, ben, l'eau douce, c'est pas mal. D'accord? Donc, on a monté un projet au niveau du bassin versant de la Durance. Alors, ce bassin versant, il a plusieurs intérêts. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est dans le sud-est de la France. C'est un bassin versant qui commence au niveau de Briançon, et la zone en bleu, c'est toute la zone alpine. Et puis, dans la partie basse, en moyenne Durance, on a plutôt des arbres fruitiers, et puis en basse Durance, c'est la plaine agricole d'Avignon. Donc on a un gradient à la fois d'altitude et d'anthropisation. Et pour une maladie de phytopathogène, comme c'est un bassin versant qui est très agricole, c'était quand même relativement intéressant d'avoir ça. Le deuxième avantage de ce bassin versant, c'est qu'il est ni trop petit ni trop grand. C'est-à-dire qu'on peut l'échantillonner tout le long du bassin versant en une petite semaine, alors que si on voulait échantillonner le long du bassin versant de la Loire, ce serait beaucoup plus compliqué. D'accord ? Et le troisième avantage, c'est que c'est l'un des bassins versants en France qui est le moins anthropisé en termes de barrages, de cassure du flux. Donc ça nous semblait assez intéressant. Donc ce qu'on a fait sur ce bassin versant, c'est qu'on a échantillonné sur 7 sites sur la rivière principale, et puis sur 12 sites sur les affluents. Donc on a pris à la base de l'affluent pour avoir un petit peu ce qui était drainé par le sous-bassin versant, aussi sur des canaux d'irrigation de basse Durance. Et on a fait ça à chaque saison et pendant 2 années d'affilée. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous montrer un de mes sites de prélèvement favoris, qui est en Haute-Durance. Donc vous voyez, ça c'est le petit village de Saint-Paul-du-Bail. On prélève dans la rivière, dans le Bail qui passe juste au-dessus de Saint-Paul. Là c'est en octobre, juin, février et août, donc vous voyez le changement de sang. Et dans l'eau, on a mesuré la température, le pH, la conductivité, l'oxygène dissous. Et puis ensuite, on est rentré à notre laboratoire, entre guillemets. D'accord. Et voilà, quand on arrive, donc le jour même, on filtre notre eau, on fait des étalements sur différents milieux sélectifs. Là, je vous présente les résultats sur Pectobacterium et Dickeia, mais on a d'autres collègues qui ont fait les prélèvements avec nous, qui s'intéressaient à un autre groupe de bactéries phytopathogènes, qui sont les Pseudomonas syringae. On a aussi analysé des caractéristiques de l'eau, donc on a préparé les échantillons pour regarder le carbone dissous, aussi l'azote et le phosphate, et puis on a mesuré la turbidité et on a fait tous nos étalements sur boîte pour repérer nos bactéries. Alors après, les gens qui sont associés à ce projet, les statisticiens, ils n'étaient pas contents parce qu'ils nous ont dit « mais vous faites un prélèvement par échantillon et ça ne va pas parce que nous, on ne peut pas voir si c'est statistiquement valide ». Donc on a fait une petite manip où on a prélevé dans un site en Haute-Durance et dans un site en Basse-Durance. On a prélevé 9 fois le même jour, on a prélevé 3 fois le matin et puis on a reprélevé à midi, puis on a reprélevé le soir pour voir si on avait une variation importante de ce qui se passait au niveau de ce site. Et en fait, on se rend compte qu'en termes de nombre de CFU par litre de nos bactéries d'intérêt, on a très très peu de variations. En fait, 10 bactéries par litre, c'est notre limite de détection.
Donc entre 10 et 0, c'est pas statistiquement différent, d'accord? Donc le site numéro 9, c'est un site en Haute-Durance, et le site numéro 2, c'est un site en Basse-Durance. Donc on était à peu près rassurés sur le fait qu'on n'avait pas des variations énormes et que quand on prélevait un échantillon, ça voulait dire quelque chose. Alors ça, c'est juste une synthèse des abondances de ces bactéries qu'on a trouvées sur les 2 ans. On voit qu'on a une abondance qui varie dans le temps, c'est assez logique, et notamment ces bactéries, elles ont une fâcheuse tendance à disparaître en hiver et à réapparaître au printemps et à se multiplier en été, puis à redisparaître à l'automne. Et notamment, je vous ai noté donc en bleu, c'est les sites de Haute-Durance, la vallée alpine, et en orange, c'est les sites de Basse-Durance, donc la vallée plus agricole. Et on voit que dans la partie agricole, on a quand même un maintien en hiver, alors que dans la vallée alpine, on a une quasi-disparition. Alors maintenant, en termes de diversité, la première analyse qu'on a faite, c'est de séquencer un gène de ménage discriminant par Singers. Donc on a amplifié pour toutes les souches qu'on avait isolées le gène GAPA. On a séquencé, on a fait des analyses phylogénétiques. Alors pourquoi ce gène? C'est parce qu'on sait qu'il discrimine bien les espèces au niveau des 2 genres Dickeya et Pectobacterium. Donc ça nous faisait une première approche. Donc sur toutes les souches qu'on a isolées, il y en a quand même une série qu'on n'a pas réussi à amplifier. Il y en a quelques-unes qui se sont avérées être ni des Dickeya ni des Pectobacterium, mais c'est une toute petite fraction. Donc dans ces odeurs, on a trouvé du Klebsiella, du Shigella, enfin des espèces qui sont quand même dans l'ordre des entérobactérales, d'accord, qui pouvaient être amplifiées avec nos primers GAPA. Ce qu'on voit, c'est que sur les 2 genres, on a beaucoup plus de Pectobacterium que de Dickeya, d'accord. On a très peu de Dickeya, et les Dickeya, si on regarde, on les trouve que en Basse-Durance, on les trouve jamais en Haute-Durance, alors que les Pectobacterium, on arrive à les trouver sur les 2 sites. Et puis, ce que j'aurais pu vous noter aussi, c'est que les Dickeya, on les trouve qu'au printemps et en été, et on les trouve jamais en automne et en hiver, d'accord. Donc, ça, on a un petit peu vérifié ce qui se passait, et effectivement, c'est des bactéries qui supportent pas du tout d'être au froid. Donc, en fait, dès qu'on est à 7-8 degrés, elles crèvent. Donc, c'est normal qu'on les trouve pas. Alors maintenant, si on regarde plus la diversité au niveau GAPA, on a été assez surprise parce que les espèces sont bien différenciées par ce gène, mais nous, on a trouvé 2 groupes de bactéries très abondants. On a trouvé pas mal de nouvelles bactéries. C'était notre idée, de chercher des groupes un petit peu différents de ceux qui étaient décrits sur plantes. Mais ce qu'on voit majoritairement, c'est que les bactéries qui sont décrites sur plantes cultivées, on en trouve très peu, en fait. On en trouve quelques-unes, soit on les trouve rarement, on trouve 1 ou 2 espèces, soit on ne les trouve pas du tout, d'accord. Et puis on a 2 groupes qui sont hyper abondants, mais qui sont des groupes GAPA nouveaux, entre guillemets. Je dis nouveaux comme ça. Donc on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre, ces 2 groupes hyper abondants, ça correspond à quoi? Bon, on s'est dit, bon, c'est peut-être le gène GAPA, il y a peut-être un problème et tout. De toute façon, on va faire des séquences, on a fait des séquences de génome. Donc là, je vais laisser parler Jacques un petit peu. Alors donc, oui, avec une collection de plus de 500 souches, c'était pas tellement possible de faire de la génomique, beaucoup trop de séquences, et donc le gène GAPA a permis justement d'identifier donc des souches qui appartiennent à des clades différents et qui couvrent à peu près toute la diversité des souches aquatiques qu'on avait trouvées. Donc une fois qu'on a sélectionné comme ça un certain nombre de souches, donc je ne sais plus combien on en a séquencé maintenant. C'est pas 150 ? Oui, un truc comme ça. Donc un séquençage Illumina, de l'assemblage de ces séquences, et puis ensuite une prédiction sur la totalité du génome, des séquences codantes et une annotation de toutes ces séquences. Alors une fois qu'on a ces séquences génomiques,
Ça permet ensuite d'étudier les corps génomes, les pangénomes, les génomes qui sont spécifiques de certains clades, et donc de regarder un petit peu quels sont les répertoires de gènes, et si on a des répertoires de gènes qui sont atypiques pour certains clades. Et puis ça permet aussi beaucoup, c'est d'affiner la phylogénie, puisque la phylogénie GAPA, la séquence est réduite, donc on ne peut pas avoir une phylogénie très très robuste, alors que là maintenant on peut faire de la phylogénie sur des milliers de gènes, qui sont en gros le corps génome Pectobacterium. Alors oui, je ne parlerai que des Pectobacterium ici. Donc le corps génome, c'est 1500 gènes. Donc on a des séquences pour faire de la phylogénie qui sont énormes, et donc ça crée des phylogénies qui sont très robustes. Alors voilà ce que ça donne. Donc désolé, la police est vraiment trop petite. Donc comme l'a dit Marianne précédemment, ce qu'on avait vu en GAPA, on le confirme avec une phylogénie MLSA. Donc ici la largeur de la base des triangles représente le nombre d'espèces. Donc on va trouver quelques Pectobacterium qui sont très bien connus dans les banques, mais on en trouve assez peu. Et par contre, donc j'ai mis 3 flèches, on va trouver des groupes de Pectobacterium qui, alors en haut, donc ça nous a permis de décrire cette nouvelle espèce, et Pectobacterium, on l'appelait versatile, parce qu'on en a trouvé 20 dans la Durance, et au total dans les banques, il n'y en a que 3 autres. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très présent dans les banques, mais qui est énormément présent dans l'eau. Mais ça, c'est une bactérie qu'on trouve à la fois donc, dans des banques, donc, issues de symptômes de plantes, et qu'on trouve aussi dans un environnement non hôte, l'eau douce. Alors là, bien sûr, Marianne en parlait, on a toujours un petit biais avec les banques, hein, c'est que les banques, ce sont des plantes malades et certaines catégories de plantes. Donc c'est pas étonnant qu'on trouve des choses un petit peu différentes dans l'eau. Et puis il y a ces deux groupes-là, ces deux clades-là, on a un petit peu moins d'espèces, mais par contre là, ces espèces, donc on en a décrit une première, c'est Pectobacterium, on l'appelle Aquaticum, enfin je dis on, mais c'est associé à d'autres groupes. Hein. Et puis il y en a une deuxième qui est très proche, mais qui est une autre espèce et qu'on va bientôt décrire, qu'on a appelée Pectobacterium quasi-aquaticum. Alors aquaticum parce que cette espèce, ces deux espèces ne se trouvent que dans l'eau et sont totalement absentes des collections. Alors, c'est pas étonnant. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit ce sont effectivement des bactéries qui ne sont inféodées qu'à l'eau, et voilà, c'est leur milieu. Alors, l'eau de la Durance, c'est quand même pas un milieu très favorable pour un pathogène de ce type-là, parce que l'eau de la Durance, notamment en haute Durance, c'est vraiment une eau très pure. Il n'y a pas beaucoup de matière organique quand même. Ce sont des pathogènes, donc ça restera, mais on les identifie. Donc soit complètement inféodé à l'eau, soit on a un très gros biais dans les banques, parce que ce sont peut-être des bactéries qui sont soit qui provoquent très peu de symptômes, et dans ce cas-là, quand on échantillonne des plantes malades, on va plutôt échantillonner des plantes qui sont très malades, on ne va pas échantillonner des plantes qui sont à la limite de la maladie. Soit aussi, il y a toujours un biais, c'est que même une fois échantillonné dans les banques, en fait, on ne va s'intéresser a priori qu'aux souches les plus virulentes. Et donc, là, on a besoin de génomes. Donc, dans les banques, on a beaucoup de souches la majorité des souches ne sont pas séquencées intégralement. Et celles qui ont été séquencées, généralement, c'est les plus virulentes parce que voilà, c'est les plus intéressantes d'un point de vue pathologie. Mais donc, le séquençage génomique provoque aussi un second biais. Donc voilà, plutôt satisfaisant au niveau de ce qu'on trouvait dans cet environnement, parce qu'on trouve des espèces qui n'ont jamais été décrites, ça nous permet de décrire de nouvelles espèces, ou on trouve aussi des espèces qui sont mixtes à la fois, présentes dans l'eau et présentes aussi dans les collections. Et puis donc il y a toute une partie des banques qui est complètement absente de l'eau. Alors oui, cet arbre MLSA, il n'est pas du tout, voilà, c'est un arbre avec 102 génomes, donc on a 1900 gènes concaténés, ça nous fait une séquence, alors là c'est en acides aminés, plus de 600 000 acides aminés, donc là, je n'ai pas mis les bootstraps, parce que les bootstraps ils sont tous à 100%, donc ça fait des phylogénies très, très robustes. Alors cet arbre Pectobacterium,
il n'est pas du tout, enfin il est plus actuel. Alors ça c'est un peu le grand sport en ce moment chez les Pectobacterium, c'est de créer des espèces tout le temps. Il y a un booming taxonomique. Voilà, on a une prolifération d'espèces. Alors nous c'est vrai qu'on a participé à ce mouvement de faire proliférer des espèces, mais enfin nous c'est quand même des nouvelles espèces. Alors que maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui redécrivent des anciennes espèces qui n'étaient pas forcément bien assignées et qui créent de nouvelles espèces. En fait, il suffit de regarder dans une espèce, si on a 2 clades, on peut essayer de voir est-ce que les 2 clades sont à la limite ou pas de l'espèce. Et donc, on va créer comme ça de nouvelles espèces. Donc, il y a une inflation du nombre d'espèces. Alors, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Voilà. Bon, je vais juste les prendre comme ça. Donc, comme on a ce problème de taxonomie, et que les souches qui ont été déposées dans le CIRM CFBP, je vous rappelle que les premières, elles ont été déposées en 1944. Donc, en fait, la plupart, elles sont très mal nommées. D'accord ? Donc, on s'est dit que c'était quand même un petit peu nécessaire de refaire du ménage dans les collections. Et donc, nous, comme on est en France, on s'est attaqué à la collection française des bactéries phytopathogènes. Et donc, les souches, là, elles avaient été déposées. Donc, vous voyez le grand carré bleu. Le grand carré bleu clair, le grand segment bleu clair, pardon, c'est les souches qui avaient été déposées comme appartenant au genre Pectobacterium, mais les personnes qui ont isolé s'avancent pas plus que ça. Et puis après, on avait d'autres isolats qui se sont souvent avérés en fait être faux quand on a reclassifié avec la taxonomie actuelle, d'accord ? En fait, en reclassifiant, donc le travail qu'on a fait avec la collection, c'est de refaire un travail de MLSA et puis de reséquencer quelques génomes aussi pour trouver les bords d'espèces. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'espèce la plus importante de la collection, c'était celle qu'on avait trouvée dans l'eau et qui n'avait jamais été décrite avant, qui était Versatile. Et ça, on s'est dit que c'était probablement, comme disait Jacques, un biais de sélection des phytopathologistes, parce que les phytopathologistes, ils isolent 10 souches dans un champ, puis après ils font des tests de pouvoir pathogène, et puis une fois qu'ils ont fait leur test de pouvoir pathogène, ils prennent la souche qui est vraiment agressive pour continuer à travailler. D'accord ? Et donc, on en a conclu que vraisemblablement, Versatile est pas une espèce très agressive. D'accord ? Donc, les résultats qu'on a d'une manière générale nous donnent l'impression qu'en fait, on a une sorte de trade-off entre l'agressivité sur plante et la capacité à survivre dans l'environnement, puisque celles qui sont décrites comme très agressives, on ne les trouve pas dans un environnement plus large. Enfin, nous, on n'a regardé que l'eau. Et par contre, celles qui ont une répartition assez importante dans l'eau, Aquaticum, on la trouve quand on fait des tests très peu pathogènes, et Versatile, visiblement, elle a été complètement négligée alors qu'elle est présente dans les collections depuis les années 40. D'accord ? Alors, justement, on a essayé d'aller un petit peu plus loin sur ces... Donc, un petit peu plus loin sur ces 2 clades. Le clade Versatile, donc on trouve effectivement dans les banques et qu'on trouve aussi beaucoup dans l'eau. Et puis le clade purement aquatique, alors je dis le clade, mais en fait c'est 2 espèces, Pectobacterium aquaticum et Quasi-aquaticum. Alors le MLSA, donc ça c'est très pratique pour faire de la phylogénie. Par contre le MLSA a quand même un gros biais, c'est que bien sûr on s'intéresse qu'au corps génome, donc aux gènes qui sont partagés par tous ces Pectobacterium. Alors il y a une question qui se pose, c'est justement ces Versatile qui sont à la fois aquatiques, mais aussi ce sont des pathogènes qu'on trouve sur plantes. Le MLSA nous mélange complètement les souches aquatiques et les souches de collection. Donc on pourrait se dire qu'a priori ce sont les mêmes Versatile. Alors il y a une autre technique, c'est ce qu'on appelle les arbres pangénomes, où là on s'intéresse à la totalité des génomes de ces Pectobacterium. Et là, on va étudier une matrice, en fait, une matrice présence-absence de gènes. Donc, cette fois, donc, un gène peut être présent dans certaines souches et puis absent dans d'autres souches. Donc, c'est une matrice binaire. Et puis, à partir de cette matrice présence-absence, on peut créer une matrice de distance. Et cette matrice de distance peut être représentée sous la forme d'un arbre. Alors là, ça donne un truc complètement différent. Donc, d'un côté, en fait, on retrouve tous les Versatile qui ont été identifiés dans la Durance.
Vous avez les 24 souches identifiées se retrouvent dans ce clade qui est particulier. Et puis les autres, ce sont tous les autres versatillés des collections qui ont été identifiés sur des symptômes. Et là, on voit qu'on a une séparation très très nette, hein, c'est 100%, entre les souches de collection plantes d'un côté et les souches, entre guillemets, aquatiques. Donc ça montre que versatile, c'est bien une seule espèce, mais il y a sûrement des spécificités quand même. Et typiquement, une des spécificités, ça pourrait être une adaptation à cet environnement aquatique et une capacité à résister à cet environnement aquatique qui n'est pas l'environnement le plus favorable. Donc ça c'est une autre façon d'analyser cette diversité. Alors on s'intéresse aussi maintenant un petit peu à essayer de retracer l'histoire de ces pectobacteriums aquatiques entre guillemets. Donc là je vais parler que du cas Aquaticum et Quasi-Aquaticum. Alors une façon d'analyser aussi d'analyser cette histoire, c'est de regarder un petit peu, puisqu'on a des matrices de présence-absence de gènes, on a des arbres phylogénétiques. Donc il y a des logiciels comme Count qui permet d'évaluer la probabilité d'acquisition ou de perte de gènes à certains nœuds. Et donc c'est ce qui est représenté ici. Alors entre parenthèses, c'est le nombre de gènes au nœud, par exemple ici à ce nœud-là. 382, ça ce sont les gains, et le deuxième chiffre, ce sont les pertes. Donc on peut estimer, c'est une probabilité, hein, ça ne donne pas un gène en particulier, mais on peut estimer la probabilité de perte ou de gain de gènes avec ce type d'analyse. Donc on a fait ça comme ça pour voir ce que ça donnait, et là ça donne quelque chose qui est très très atypique. Quand on regarde, donc les Aquaticum, Quasi-Aquaticum sont par ici, quand on regarde les plus proches, en fait au nœud on a relativement peu de gains de pertes. Hein. Le nœud Carotovorum odoriferum, c'est 42 gains, 36 pertes, voilà, 100 gains, 47, 46 gains, 40 pertes. Donc en fait, on a des gains et des pertes qui sont à peu près du même, quantitativement au même niveau, et puis avec des effectifs de gains et de pertes relativement faibles. Alors par contre, quand on regarde ce clade, alors, qui lui est totalement aquatique, là on a quelque chose de très différent. Donc au nœud, on a 193 gains et 611 pertes. Donc là, c'est complètement atypique. C'est vraiment le nœud où il y a eu une perte majeure de gènes. Et donc cette perte majeure de gènes est associée aussi à un environnement qui est très spécifique de ces deux espèces. Alors ensuite, on peut bien sûr, on ne peut pas faire directement, ce type d'analyse ne nous dit pas quels sont les gènes qui ont été perdus, c'est une probabilité de perte ou de gain. Mais derrière, nous, après, on peut rechercher quels sont les gènes qui ont effectivement disparu. Et alors peut-être qu'on se trompe parce que c'était une probabilité, mais parmi les gènes absents, il y en a sûrement qui font partie des 611 qui avaient disparu. Alors d'un autre côté, il y a une perte majeure de gènes, peut-être quand ces bactéries sont arrivées dans l'eau, mais d'un autre côté, ça a été compensé par la suite. Ces bactéries ont regagné d'autres gènes, parce que quand on regarde la taille des génomes, elle est à peu près constante, approximativement, pour tous les pectobacteriums. Donc il y a une grosse perte massive de gènes au nœud aquatique, et puis derrière, les souches ont réacquéri d'autres gènes. Et alors dans les gènes qu'on peut réacquérir, on peut faire l'hypothèse des gènes qui permettent une meilleure survie dans cet environnement aquatique. Alors une autre façon d'analyser un petit peu toutes ces souches, c'est de regarder les variations synonymes et non synonymes. Et donc là, je parlerai là encore que du clade aquatique, donc Aquaticum et Quasi-Aquaticum. Alors ça c'est un truc qui se fait depuis quelques années. Oméga, donc c'est le rapport des variations non synonymes, des N, sur les variations synonymes. Donc il nous faut à la fois les séquences génomiques nucléotidiques et puis les séquences en acides aminés. Et donc on peut regarder trois situations. L'hypothèse 0, c'est a priori les variations sont généralement synonymes parce qu'on a une pression de sélection du milieu. Donc les séquences ne vont pas se mettre à bouger comme ça de façon totalement aléatoire.
Donc dans ce cas-là, le rapport oméga va tendre vers 0, donc très peu de variations non synonymes et énormément de variations synonymes sélectionnées par une pression de sélection. Alors l'hypothèse H1, c'est le neutralisme. Là, c'est justement où tout le monde bouge un peu de façon aléatoire. Bon, ce n'est pas une hypothèse qui est pour des bactéries, des prokaryotes, c'est quand même pas une hypothèse qui est la plus intéressante. Par contre, on dispose de logiciels qui permettent d'étudier si on a des variations justement dans ce rapport oméga de certaines branches par rapport à la totalité de l'arbre. Donc ici, ben voilà, c'est tous les. Donc on a les aquaticum et quasi-aquaticum, et puis ensuite on a les plus proches cousins, donc différentes autres espèces de Pectobacterium. Et donc on a des logiciels qui permettent d'analyser est-ce que le rapport oméga pour cette branche-là, qu'on appelle le foreground, varie significativement par rapport au rapport oméga pour la totalité de l'arbre. Donc on peut fournir un arbre et dire, voilà, je veux étudier telle branche, et est-ce que ce rapport oméga est statistiquement différent pour ces deux branches par rapport à la totalité. Et donc là, ça veut dire que même si ces gènes sont homologues, on travaille sur des gènes homologues, mais même avec des gènes homologues, on peut avoir une sélection positive dans certaines branches, donc en fait, on peut voir des gènes qui ont tendance à évoluer un petit peu différemment pour certaines branches, et donc ça pourrait être de l'adaptation. Alors là, j'ai plus un petit problème là en bioinformatique, donc j'espère qu'il y en a beaucoup ici. Donc le logiciel classique qui permet de faire ça, c'est PAMEL. Donc ça a permis, je l'ai fait sur cette branche aquaticum, quasi-aquaticum, et effectivement, on a identifié en gros une centaine de gènes qui sont sous sélection positive pour ce clade aquatique. Alors, il y a quand même un problème avec ce logiciel, donc il est un peu vieux, 2010, il est un peu lourd à gérer, bon mais ça peut encore aller. Par contre, il est plus compatible avec les nouvelles machines, il n'est pas parallèle et donc des temps de calcul qui sont énormes. Par exemple ici, on a 8 génomes. On n'a que 8 génomes. Je n'ai testé qu'une seule souche pour chaque espèce. Et donc ça prend 3 jours de calcul. Donc on aimerait bien tester déjà plusieurs souches par espèce et puis étendre ça à la totalité des Pectobacterium. Mais comme la complexité est exponentielle, de toute façon, il y a en gros 15 espèces de Pectobacterium. Avec 15 espèces, là je monte à des semaines de calcul, donc ça c'est pas trop possible. Donc là je suis un petit peu coincé avec ce logiciel en termes de puissance de calcul. Alors il y avait une alternative, c'est FastCodeML, donc qui est justement qui a été créé pour calculer de façon parallèle beaucoup plus rapide. Donc il fait exactement normalement la même chose que PAMEL. Donc lui il est parallèle, 64 bits, il y a un package sous Docker, donc c'est assez facile à installer. Mais là j'ai un problème, c'est que les résultats divergent complètement par rapport à PAMEL. Donc effectivement il est beaucoup plus rapide, en gros il est 5 fois plus rapide. Par contre j'ai en gros 6 fois moins de gènes sous sélection positive. Alors soit je m'y suis mal pris, il faudrait que je regarde ça un petit peu plus en détail, mais le problème aussi c'est que ce ne sont pas les mêmes gènes. Donc voilà, j'ai des résultats qui sont divergents entre les deux. Donc je ne sais pas si vous connaissez d'autres logiciels qui permettent de faire ce type d'analyse. En plus, c'est un peu des logiciels, il n'y a pas de notice, pas d'explication du fonctionnement, etc. Tout le monde se débrouille, donc c'est pas le plus convivial. Alors dans les perspectives, on avait aussi des idées de... la phylogénie chez les prokaryotes, c'est toujours un petit peu problématique, parce qu'il n'y a pas de descendance à proprement dit, il n'y a pas de croisement chez les prokaryotes. Donc d'autres façons d'analyser de la diversité, c'est avec des réseaux de gènes. Donc regardez, est-ce que, si on met la totalité des gènes de Pectobacterium, est-ce qu'on va trouver des gènes qui constituent des réseaux un peu localisés et qui seraient associés bien sûr à certains clades ou à certaines espèces, et donc dans ce cas-là, ça pourrait être des gènes d'adaptation pour certains à des environnements un peu différents comme l'eau, ou des gènes associés à des pathogénicités, des différences de virulence de pathogénicité, etc. Donc j'ai fait ça avec Eduardo Correll qui
qui travaille à Sorbonne Université. Il y a aussi Philippe Lopez, si vous connaissez. Donc eux, ils ont créé des softs comme ça d'analyse de la distribution de familles de gènes par des graphes bipartites, donc qui permettent de constituer des réseaux de gènes. Et puis ça n'a pas marché, et Eduardo n'a pas été très disert sur pourquoi. Alors ce qui se passe en fait, c'est que lorsqu'on met tous ces gènes de Pectobacterium ensemble, eh bien on se retrouve avec un seul gros réseau, et tout le monde est lié à tout le monde. Et on n'a pas de sous-réseau qui se dessine et qui serait associé à certaines espèces. Alors leur problème, c'est que eux, leur terrain de jeu, normalement, c'est plutôt, ils prennent toutes les entérobactéries, et puis on regarde toutes les entéros et voir si des réseaux se dessinent. Et donc, forcément, ils travaillent avec des bactéries qui sont extrêmement différentes, donc là, on peut voir émerger les réseaux. Nous, on travaille à l'intérieur d'un seul genre, Pectobacterium, et la diversité génétique, elle est quand même pas énorme. Hein. Le corps génome, il fait quand même 50% du génome. Donc, on n'est pas du tout au même niveau d'analyse. On est avec des souches, enfin des espèces qui sont quand même relativement proches. D'ailleurs, quand ils regardent nos arbres, ça leur fait peur. La longueur des branches est vraiment très très faible. Donc, quand ils voient ce genre d'arbre, pour eux, il n'y a pas de diversité là-dedans. Pour eux, tout se ressemble. Et quand tout se ressemble, ça fait un seul gros réseau où tout le monde est lié à tout le monde et on ne voit rien se dessiner. Donc je vais m'y remettre, moi je vais essayer avec d'autres. Bien sûr, tous ces systèmes de graphes, de réseaux de gènes, il faut les paramétrer en fait. Et je pense qu'eux ont utilisé le paramétrage pour une analyse à un très haut niveau de diversité, alors que nous, il faudrait être beaucoup plus stringent pour voir se dessiner quelque chose. Donc il faut que je trouve d'autres logiciels et justement jouer sur ces paramétrages. Donc là aussi, s'il y a des gens qui sont spécialistes des réseaux de gènes, ça m'intéresse. Je te laisse finir. Donc pour conclure, on peut dire que... Hop. Quand on cherche de la diversité ailleurs que là où on la cherche d'habitude, oui, on trouve des choses différentes. Donc là, on vous a décrit nos deux clades principaux. On voit bien qu'il y a un aspect sociologique aussi dans la manière dont on décrit les bactéries, et que certains clades soi-disant nouveaux ne sont pas si nouveaux que ça, alors qu'on peut quand même trouver des choses nouvelles. On a aussi trouvé quelques bactéries qu'on, pour l'instant, on décrit pas parce que c'est des bactéries isolées, mais d'un point de vue évolutif, elles ont peut-être leur intérêt. Voilà, et c'était pour remercier un petit peu tous les gens qui ont pu travailler sur ce projet. Donc Claire Bertrand, qui a été employée sur NANR qui nous a aidé à faire tout l'isolement des souches. Amandine Lecomte, qui a été en M2. Frédéric, qui nous a aidé lors de l'échantillonnage. Emma, qui nous a aidé à analyser à caractériser l'eau. Donc ça, c'est tout un aspect qu'on n'a pas encore bien analysé, mais on va essayer de comprendre un petit peu comment les choses se passent. Et puis aussi Ariane et Antoine, sans qui on n'aurait pas pu commencer ce travail, parce que quand on l'a commencé, on n'avait pas un rond. Et le fait d'avoir des gens qui nous logent en Haute-Durance et qui nous permettent de faire notre échantillonnage, ça a été bien pratique. Et finalement aussi, grâce à ce travail qui avait débuté, on a pu avoir de l'argent de l'ANR et de l'ECDECO. Donc, on vous remercie de votre attention.